C'est presque le dernier épisode de la saison 3 des Technos, c'est le 130e épisode. Je dis presque parce que il y aura un épisode un peu intermédiaire durant l'été, la première semaine du mois d'août, où on reprendra l'actualité du mois de juillet. Comme ça, on vous laisse pas tout seul non plus durant tout l'été, même si, vous le savez, on vous a enregistré une série de hors-série consacrée à vos questions, à vos interrogations, aux idées que vous avez eues et que vous avez partagées avec nous. Vous découvrirez ça à partir de la semaine prochaine. Je pense que ce sera le mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Pour ce 130e épisode, on a avec nous Marc. Salut Marc. Et salut. puis de ce côté-ci, on a Xavier. Salut Xavier. Salut. Avec lesquels on va presque terminer la saison, on va dire ça comme ça, hein, mais avec lesquels on va aborder l'actualité de la semaine. Ça se calme toujours un petit peu au mois de juin, hein, vous l'avez tous remarqué, je pense. Il y a moins d'actualité high-tech, en tout cas moins d'annonces, ça c'est évident. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. La preuve, on a une conduite assez complète, hein, il faut bien le reconnaître. Avant tout ça, le courrier des auditeurs, bon, on ne va pas en faire des tonnes non plus de ce côté-là, parce que manifestement les questions que vous nous avez posées, par exemple par rapport à la blockchain, le dernier hors-série en date, a trouvé toutes les réponses possibles de la part de Xavier et de la part de Sébastien. Donc ça c'est une bonne chose, et d'autres questions étaient apparues ça et là également, et là aussi je pense qu'il y a eu des réponses qui ont été données en regard par exemple de l'épisode 129. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur notre chaîne YouTube et de aller voir les commentaires par la même occasion. On peut commencer notre abécédaire si vous voulez bien, avec la lettre A comme Amazon, et c'est avec Marc que nous commençons parce que on va parler, après le Dash Button, du Dash Want. De quoi s'agit-il ? C'est la suite logique du truc qu'Amazon a trouvé pour vous faire dépenser encore plus de sous. Pour l'instant uniquement aux États-Unis, donc c'est pas la peine de vous ruer sur votre site préféré, il n'est pas encore là. Alors le Dash Button, tout le monde connaît maintenant, c'est un petit bouton qu'on colle n'importe où, qui en fait, une fois qu'il est pairé avec votre réseau domestique, simplement en appuyant sur le bouton, ça passe une commande pour un article en particulier, vu que chaque Dash Button est préprogrammé pour un certain type d'article, voire pour un article bien précis. Même s'il y a des petits comiques qui ont déjà réussi à s'amuser pour reprogrammer le truc et en faire à peu près ce qu'ils veulent. Le truc en question ici, c'est le Dash Bend. Et en fait, c'est un Dash Button sous testostérone avec une sorte de baguette magique où en fait, vous prenez un Dash Button, vous lui rajoutez un lecteur de code barre, vous mettez le tout dans un habillage un peu oblong, ne pensez pas à ça, petit coquin, et vous dopez ça avec Alexa, donc l'intelligence artificielle et le système de reconnaissance vocale. Alors, c'est un appareil donc, qui effectivement est là pour faire gonfler le chiffre d'affaires de la marque en vous faisant dépenser encore plus, mais en fait, Amazon le présente comme un Dash Button plus intelligent. Dans le sens où, simplement, par rapport au Dash Button, la grosse différence, c'est le lecteur de code barre. Ouais. À quoi ça sert ? Eh bien, simplement, vous pouvez vous amuser à taper, si vous êtes une dame, la Dash Wand dans votre sac, et quand vous faites vos courses, vous scannez à tout va tout ce qui vous tombe sous la main. Amazon reconnaît ce que vous scannez. S'ils possèdent les mêmes articles dans leur catalogue, ils les ajoutent à votre panier. S'ils ne les possèdent pas, ils trouvent une alternative ou une équivalence, ils les rajoutent à votre panier. Après, il vous suffit juste de vous connecter sur votre compte et de passer la commande. Le tout est lié et offert avec un abonnement de 6 mois, je crois, à Amazon Fresh, qui est leur service de livraison de produits frais et d'épicerie. Donc, encore une fois, je précise, uniquement aux États-Unis. Par contre, à côté de ça, il y a Alexa, donc ça veut dire, ça n'embarque pas la fonction complète d'Alexa comme on peut trouver ça sur les appareils style Amazon Home, etc. Non, ici c'est le truc de base, ça veut dire, ça va vous permettre de répondre à des questions simples, style la météo, style l'état d'un stock, etc. Ça vous permet de passer une commande vocalement, ça vous permet... Par contre, à terme, peut-être, il y aura un alignement sur ce que fait Echo, et ça vous permettra d'avoir en tout cas un subset d'Echo au niveau commande des appareils connectés qui sont reliés à la borne centrale. En tout cas, du moins ceux qui reconnaîtront le protocole qui est propre à la marque. Alors, pour l'instant, le produit donc est quand même relativement intéressant d'un point de vue technologique. Moi, je trouve ça sympa comme initiative. Amazon le facture une $20, ce qui est pas
très cher payé quand on voit ce qu'il y a dedans. Et même pour les membres premium, il y a un cashback de $20. Donc grosso modo, le truc est gratos. D'accord. Okay. Et pour l'instant, c'est uniquement aux États-Unis. Oui, évidemment. Mais donc l'idée, c'est on va faire ses courses sans faire ses courses, quoi, en gros. Voilà, en fait, on va faire ses courses sans faire ses courses, ce qui, on va le voir, je tease un peu, va singulièrement à l'encontre de la prochaine news. Oui, c'est pour ça que je posais la question, parce que ça me paraît très bizarre. Xavier a peut-être... c'est l'arroseur arrosé, on va dire. C'est ça, on fait un teasing insupportable, tout le monde est en haleine, hors d'haleine. Xavier avait un truc à rajouter peut-être sur cette... Non, pas spécialement. Je suis impatient d'aller voir quelques vidéos sur comment ils montrent l'utilisation de cet outil-là. J'imagine les gens qui vont dans les magasins, qui n'achètent jamais rien dans le magasin, à un moment donné, ils vont avoir un petit souci. Seconde news, effectivement, toujours concernant Amazon. Alors là, oui, effectivement, Amazon qui obtient un brevet pour court-circuiter les comparateurs de prix en magasin. Oui, parce que, admettez-le, si vous êtes comme moi ou comme n'importe lequel des autres guélurons de cette joyeuse équipe, vous avez tous fait la même chose. Vous êtes dans un magasin et vous avez votre smartphone à la main. Vous allez voir quelque chose en physique parce que vous n'avez pas envie de prendre le risque d'acheter quelque chose sans l'avoir tripoté, touché, tâté, etc. Donc vous êtes allé dans un magasin physique, vous avez commencé à jouer avec le bidule. Si vous êtes même sans aucun scrupule, vous avez ouvert la boîte, vous avez décortiqué le bidule. Et puis vous commencez à regarder les prix sur Amazon et sur d'autres stores en ligne. Amazon, en fait, ils se sont dit, ça c'est bien si on le fait chez nous, mais ça fait quand même 5 ans qu'ils cherchaient à pouvoir contrôler ça. Et donc en fait, 5 ans après leur demande initiale, ils se sont vus accorder un brevet qui permet en fait de surveiller et de manipuler éventuellement les recherches de prix de consommateurs dans un point de vente donné. Donc en fait, cette demande, ce brevet qui en fait est intitulé le Physical Store Online Shopping Control, donc contrôle d'achat des achats en ligne dans les magasins physiques, s'appuie sur une idée très simple. À partir du moment où vous êtes dans un point de vente, il y a un pourcentage non négligeable de chances que vous soyez connecté au Wi-Fi gratuit offert par le point de vente, histoire d'économiser un peu votre petit quota de data. Donc, ce que vous allez taper, ce que vous allez demander aux comparateurs de prix ou aux différents sites de recherche va transiter quelque part par l'infrastructure réseau du magasin. Et donc, à ce moment-là, le brevet d'Amazon va permettre, en s'appuyant sur des mots-clés, sur une liste d'URL et sur une analyse à la volée de tout ce qui transite, chaque fois qu'un client connecté au Wi-Fi cherche un meilleur prix en ligne pour quelque chose qui se trouve dans le magasin physique où le client se trouve, Amazon va faire en sorte que ça soit court-circuité et que la demande n'aboutisse pas. Ça, c'est la théorie. En pratique, ça peut prendre différentes formes. La plus simple, je viens de le dire, c'est le blocage bête et méchant de l'information, mais ça, c'est pas très intelligent parce qu'il vous suffit alors de vous déconnecter du Wi-Fi du magasin et de repasser sur une connexion 3G, 4G et vous êtes tranquille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non. Là, par contre, où Amazon a imaginé des scénarios qui sont assez sympas, c'est que si vous interceptez le fait qu'un consommateur potentiel se trouve dans votre point de vente, qui est en train de faire une recherche pour un article qui est dans vos rayons, qu'il trouve une différence, vous êtes en mesure, via la technologie sous-jacente au brevet, de détecter où il a été chercher son information et quel est l'avantage qu'il a réussi à obtenir potentiellement par rapport au prix qui est chez vous. Et bien immédiatement, en push, vous lui balancez un bon cadeau qui compense la différence s'il achète le truc chez vous. C'est pas totalement idiot. C'est pas totalement idiot, c'est un truc qui au niveau marketing est sympathique. Un geste commercial. Mais voilà. Il pourrait être un petit peu plus vicieux que ça en redirigeant les gens vers une autre page sans qu'ils s'en rendent spécialement compte. C'est une autre possibilité. Mais étant donné que maintenant il y a de plus en plus de comparateurs en ligne de prix et que, je tease pas, mais je connais quelqu'un qui pense à développer un comparateur sous forme d'application indépendante, je vois mal comment Amazon irait commencer à aller court-circuiter les requêtes qui aboutissent dans une app où elles sont traitées, parsées, etc. Non, ça devient un peu tiré par les cheveux. Le principe d'aller détecter la différence de prix et de réagir au niveau de l'avantage qu'on offre sur le champ aux consommateurs, ça c'est une belle idée.
Par contre, derrière, il y a d'autres choses. Évidemment, il y a la volonté de pouvoir trianguler la position des consommateurs, les traquer au niveau de leur déplacement dans les magasins, choses qui se font déjà, mais que le brevet permet de faire dans un cadre beaucoup plus large. Oui, pour ça que moi, je me connecte jamais au Wi-Fi des magasins. Enfin, les Wi-Fi gratuits, moi, je m'en méfie de toute façon. Parce que, comme on dit, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Hein. On peut pas en inventer. Ou alors, on rappelle, si vous vous connectez à un Wi-Fi gratuit, et il y a toujours un VPN sous la main. Oui, c'est ça. Donc toutes ces informations que je donne comme ça de manière naturelle sur des trucs Wi-Fi, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est un premier point. Ceci dit, le geste commercial, pourquoi pas ? Ça pourrait être encore plus dynamique que ça. C'est automatiquement mettre le prix à niveau, puisque maintenant tout est numérisé, même les petites étiquettes, les étiquettes de prix dans les grands magasins se mettent à jour de manière automatique. Ça, c'est vrai que ça serait bluffant. Tu es dans un produit, donc le magasin sait où tu te trouves, précisément au mètre près. Tu es en train de faire ta recherche et automatiquement, tu as l'étiquette qui commence à flasher pour attirer ton attention avec le prix qui diminue. Oui. Ça, ce serait grandiose. C'est une espèce... Il y aurait une espèce d'enchère, tu vois. Le prix diminue, mais... ou alors il augmente parce que tu as trouvé plus cher ailleurs et le prix qui t'en fait. Parce que ça, c'est aussi... Dans les deux sens. Ça peut aller dans les deux sens. Si on ne trouve pas moins cher, mais on ne trouve que plus cher, le prix pourrait augmenter. Oui. Bon, c'est vicieux. Bon, maintenant, dernière chose quand même, faut pas oublier, cette demande de brevet avait été déposée il y a 5 ans. Ah, quand même, oui. Elle vient d'être accordée maintenant. Elle avait été, en fait, déposée exactement le 4 mai 2012. Donc, ça fait quand même un certain temps. Ouais. Faut pas oublier que depuis lors, Amazon a commencé à ouvrir des magasins physiques. Oui, c'est ça. Donc, je sais pas s'ils vont utiliser le truc. À suivre, comme on dit dans ces cas-là. On peut passer déjà très rapidement à la lettre G, quoique on va peut-être attendre avant G comme go. On pourrait attendre. J'ai été exclu de l'appel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis gouré de boutons. Je rappelle que ces communications que nous avons entre nous ici pour ce podcast se réalisent, pour l'instant en tout cas, encore pendant quelques temps à mon avis, via Skype, et que de temps en temps, Xavier, pouf, il saute. Je disparais. C'est dommage parce que la lettre G, c'est la tienne. En l'occurrence, c'est de Google dont tu vas nous parler, j'espère sans interruption, Xavier, puisque tu vas nous parler de cette information qui concerne l'Union européenne, qui punit Google. Et cette fois, c'est pas une petite punition. C'est pas une petite punition. Effectivement, c'est une amende record pour Google qui a été condamnée par l'Union européenne à 2,42 milliards d'euros. C'est à la hauteur de Google. D'euros et pas de dollars. Et la dernière fois que on avait eu un record dans les amendes, c'était Intel en 2009 qui avait été puni pour 1,06 milliard. Donc on a largement dépassé le double de Intel cette fois-ci. Alors ils ont été accusés en fait pour abus de position dominante dans la recherche en ligne parce qu'ils favorisaient leur comparateur de prix avec Google Shopping. Ils vont donc à l'encontre de la loi antitrust, et en fait la commission précise que Google a fait cette pratique dans 13 pays de l'espace économique européen. Ils ont commencé d'abord en Allemagne et au Royaume-Uni en 2008 pour finir par l'Autriche, la Norvège, la Pologne, la Suède et la Belgique en fin 2013. Alors, ils ont encore deux gros autres actes d'accusation qui les poursuit, avec notamment AdSense pour la pub qui est contextualisée et l'autre qui est plus sérieux qui est Android. Donc, c'est deux grosses amendes qui pourraient leur tomber encore, qui leur pendent un petit peu au nez par rapport à celle-ci qui est quand même pas négligeable. Oui. Disons on met maintenant les amendes à la hauteur des chiffres d'affaires des entreprises finalement. Hein, c'est un petit peu ça. Voilà, ils ont des sous et est-ce que 2 milliards, est-ce que ça compte encore beaucoup dans une boîte comme Google? Je sais pas ce qui peut répondre Marc ou Xavier, parce qu'ils ont quand même une valorisation assez conséquente, et donc on parle en milliards, hein, soyons clairs. Mais si tu as une valo de
de centaines ou de milliers de milliards, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais au final, ça va quand même. On parle ici d'une entité au niveau européen. Il y a sans doute dans des grandes sociétés comme ça, les budgets sont répartis sur différents territoires. Donc il y a certainement un impact. Et puis les actionnaires, c'est tout ça qu'ils vont pas prendre dans leur poche. Ils sont pas forcément, seront pas forcément contents. Donc on sait déjà que Google a contesté évidemment l'amende. Ils vont essayer de l'éviter ou peut-être renégocier la chose, mais bon, c'est quand même une grosse amende. Oui. Marc avait un truc à rajouter ou non? Une réflexion plutôt, parce que ce que je me suis toujours demandé dans des cas comme ça, ok, Google s'est pris 2 milliards et des grosses poussières sur la tronche, Intel s'était pris beaucoup de milliards, enfin un gros montant avant, Microsoft avant aussi. Quels sont les moyens de coercition dont dispose l'Union européenne pour faire appliquer de telles peines? Ça, c'est la bonne question. Je les vois mal débarquer avec une armée d'huissiers et commencer à saisir les fauteuils. Hein. Donc franchement, et je les vois mal aussi en vertu des droits souverains, pas des droits souverains, en vertu des droits et de la législation européenne sur c'est pas de la vie privée, mais de la souveraineté des entités commerciales, je les vois mal commencer à bloquer leurs comptes de manière unilatérale, en sachant que de toute façon, toutes ces entités ont généralement leurs comptes dans des pays où l'Europe n'a pas à mettre les pieds. Oui. Est-ce que c'est quoi? C'est une base de négociation à ce moment-là? Ça va se terminer à l'amiable? Voilà. Est-ce que c'est vraiment de la grosse annonce qui tâche pour en mettre plein les journaux? Est-ce que c'est des moyens d'intimidation? Est-ce que c'est du public relation à outrance de la part de l'Union européenne qui essaye de justifier son existence au niveau économique? Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien, si quelqu'un a les infos parmi nos auditeurs, quels sont les moyens dont l'Europe dispose pour mettre en application et pour obliger une boîte comme Google ou une boîte comme Intel, qui sont, on le rappelle, des boîtes qui ont une puissance économique supérieure à celle d'un pays, à mettre le genou à terre et à sortir la main et à mettre la main au portefeuille. Et c'est pas nécessairement une question de somme en plus, enfin de montant en l'occurrence, c'est juste que de temps en temps, c'est vrai qu'on lit dans la presse que l'Europe a mis à l'amende telle ou telle entreprise, mais effectivement, comment est-ce que ça se passe après? Nous, quand on a une amende, on a un compte en banque sur lequel on paye l'amende et voilà, et on va pas au tribunal et puis voilà. Mais et quoi la suite? Xavier? À mon avis, il y a déjà des moyens techniques qui pourraient, via les fournisseurs d'accès Internet, procéder à quelques limitations. Et puis, sans savoir comment ils ont fait... Attends, mais limitation de quoi? Bah oui. Vous n'avez pas payé votre amende, on vous bloque tout Google en 128K. Non, attends, c'est n'importe quoi. Ils pourraient bloquer certains noms de domaines comme ils le font avec d'autres services. Oui, mais ça ferait scandale et ils se mettraient l'opinion publique à dos. Enfin, ce serait pas. Ça ferait scandale. En tout cas, ils doivent avoir des moyens puisque ils ont déjà fait plier, par exemple, Facebook sur certaines règles d'atteinte à la vie privée, etc. Donc, des moyens, il doit y en avoir. Après, est-ce qu'ils vont réellement payer de tels montants et comment ils vont négocier? Ça, c'est sûr que c'est pas la fin de l'histoire encore tant qu'il y a des moyens de contester. Bon, on n'aura pas la suite là, pour le coup, je pense. Et donc oui, appel aux auditeurs, si quelqu'un a la réponse sur quels sont les moyens précis de pression. C'est intéressant. Ouais, ce serait intéressant, en effet. On reste à la lettre G comme Google, Xavier, justement, pour parler de Gmail. Alors là, c'est même la presse classique, on a touché un mot cette semaine, puisque beaucoup ont appris que Google lisait les mails, ou en tout cas scrutait les mails dans leur système de mail Gmail. Pour ceux qui ne le savaient pas, ça peut être une surprise. Ça ne l'est pour pas grand monde quand même, que Gmail lisait les mails. Alors le but n'est pas simplement de lire les mails, mais le but était entre autres de l'utiliser à des fins de publicité ciblée. Et précisons sur l'outil gratuit Gmail, parce que les comptes professionnels ne sont pas J'allais y venir. En fait, c'est effectivement une nuance à apporter. Donc
Google a précisé que dans Google Suite, G Suite, ils ne lisaient pas les mails pour afficher de la publicité ciblée. Et donc, ce qu'ils vont faire, en fait, c'est simplement appliquer la même logique pour les comptes Gmail, donc les comptes gratuits de la messagerie Google. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter de lire les mails, ça veut simplement dire que maintenant, ils ne vont plus lire les mails pour faire de la publicité ciblée. Ils vont continuer à lire les mails, par exemple, pour éviter le spam, le phishing, pour contrer les virus, pour essayer d'augmenter l'expérience de Google Calendar, de Google Home, Google Assistant et autres. Et pour la publicité ciblée, ils vont pas simplement s'arrêter de cibler la publicité, mais ils vont, par exemple, puiser dans d'autres sources comme ce que vous visualisez sur YouTube, et en croisant les infos des différents services, puisqu'on sait maintenant qu'ils s'octroient le droit de croiser les informations qui viennent par exemple de votre smartphone Android, qui viennent de vos recherches dans Google, sur YouTube, etc. Les photos que vous prenez avec votre smartphone et que vous publiez de manière publique sur Google Photos, etc. Ouais. Donc c'est une bonne chose peut-être au niveau des mails, mais on va continuer à parcourir les mails d'un point de vue technique pour... Et donc c'était déjà une bonne chose de le dire aux gens, enfin de manière claire, même si nous, nos auditeurs aussi, j'imagine, étaient au courant que quand même qu'il y avait ce système en place depuis très longtemps sur ce qui reste quand même la meilleure messagerie qui puisse exister en ligne. Hein. Je dis pas de bêtises, il y a plus de moyen de comparer à un autre service. Yahoo a disparu. Outlook, Hotmail fait quand même un retour. On en reparle de plus en plus, mais c'est vrai que Gmail a réussi à se faire une belle place dans le marché, et encore plus depuis les failles de sécurité qu'on a appris sur des services comme Yahoo, etc. Oui, en plus, ceci dit, la publicité contextuelle dans Gmail, est-ce que, je ne sais pas si l'un ou l'autre, vous utilisez tous les deux Gmail, je pense, est-ce que vous avez déjà cliqué sur ces publicités contextuelles Moi, je l'ai désactivé. Il y a moyen de la désactiver dans les paramètres de son compte. Et moi, je passe complètement au travers. Je ne les vois même plus, moi. Je ne les vois plus physiquement. Moi, elles sont désactivées. J'ai AdBlock, j'ai des modules. Il n'y a plus rien qui apparaît. J'ai pas de pub. Moi, je me suis fait la réflexion, et j'ai dû faire attention en ouvrant ma boîte Gmail dans l'environnement de Gmail, et j'ai cherché pour trouver la publicité. Et en fait, c'est tout en haut, c'est 2 petites lignes avec sous forme, comme si c'était des mails entre guillemets, avec de la publicité. Et je me dis, c'était donc ça. Comme mais quoi, effectivement, si tu as AdBlock, tu les vois pas. Non, mais j'avais pas d'adblocker à ce moment-là, et donc voilà, c'est tout ça pour dire que on fait aussi des fois tout un plat de petites choses qui sont pas nécessairement totalement invasives. D'ailleurs, par rapport à la publicité invasive, Google devient même très critique également. Je pense qu'ils ont mis à l'index plusieurs sites qui exagéraient avec leur plateforme de leur ad serveur, en l'occurrence, en utilisant des pavés dans tous les sens, etc. Ils savent que ça dessert aussi le client, l'annonceur, quand on abuse de cette manière-là. Donc ils sont super pointus, ils font quand même super gaffe à ce qu'ils font à ce niveau-là. Je ne sais pas si l'un d'entre vous avait un truc à rajouter. Je voyais Marc Pinet du Chef. Non, ok. Je me permets juste de rebondir une petite seconde sur la news précédente, parce qu'entre-temps, j'ai un peu gratté quand même sur Internet. J'aime bien, voilà. En fait, les 2,42 milliards ne seront probablement jamais payés par Google. Okay. Par contre, l'impact de la décision et l'impact du jugement est que, sous réserve que Google ne se conforme pas à l'arrêt rendu, ils seront dans les 90 jours tenus de devoir payer des astreintes de 5% de leur chiffre d'affaires quotidien. Alors quand on sait que au doigt mouillé, ça représente quand même à peu près 12 millions d'euros par jour, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que
ce jugement rendu par la communauté européenne envers une position dominante dans un secteur bien précis, qui était celui de Google Shopping, risque de donner des idées à beaucoup d'autres sociétés qui avaient à l'époque envisagé de porter plainte contre Google pour la même chose, mais qui s'étaient dit, bon, c'est peut-être un peu gros comme bidule à s'attaquer, hein, donc on va y rester gentil dans notre coin. Mais donc, par exemple, Yelp, TripAdvisor, toutes ces sociétés qui gravitent autour des trucs de recherche et dont les résultats sont souvent oblitérés par ceux que Google pousse à juste titre pour se servir lui-même en tête de liste, pourrait se mettre en tête de monter une méga class action. Donc quelque part, même s'il n'y a pas de coup de bâton financier stricto sensu, dans la mesure où Google va se conformer probablement à certaines dispositions de l'arrêt, ça pourrait donner des idées à d'autres et ça pourrait être aussi un bon moyen de pression. Donc, c'est psychologique tout ça. Oui, c'est ça, c'est une guerre psychologique, une guerre de chiffres à coups de milliards maintenant. Parce que rappelez-vous, dernier truc, jusqu'à une preuve du contraire, elle n'a jamais été payée l'année passée. Dans un autre domaine, là c'était de l'impôt éludé, soi-disant, ça n'a toujours pas été démontré, l'Union européenne avait quand même demandé à Apple de cracher 13 milliards. Oui, c'est ça, c'était aussi un petit peu... là, on exagère quand même. Si on pouvait faire la même chose avec les parachutes dorés, par exemple, ne pas les payer. Ce serait pas mal aussi. On pourrait aussi demander à tous ceux qui ont perçu des jetons sociaux. Non, pardon, on va pas passer là-dedans. On a une politique très complexe. Oui, c'est ça. C'est en Belgique. Il se passe des trucs pour l'instant. Vous savez, en Belgique, voilà. Si vous ouvrez la presse belge, vous découvrirez des choses, mais vous ne comprendrez comme nous de temps en temps rien. Mais c'est pas grave. Exactement. On passe à la lettre M comme Microsoft, comme on disait dans les années 90. Microsoft, effectivement, Marc. On parle de ça va mal. De le Surface laptop, qui est une monstruosité impossible à réparer, mais ça, aujourd'hui, c'est tous les appareils, c'est comme ça. Oui, mais là quand même, le Surface Laptop, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, il y a un gros mois je crois, se paye quand même le luxe d'être le seul appareil, au catalogue de iFixit, qui est un site spécialisé justement en démontage, bidouillage, etc., et qui évalue avec un indice qu'ils ont développé eux-mêmes le degré de réparabilité, si le terme existe, de différents appareils. À pas confondre avec Will It Blend, qui sont des fous furieux qui prennent tout ce qui leur passe dans les mains, dans des blenders. Voilà. Donc iFixit, généralement, en plus, c'est vachement intéressant parce que ces gens développent, au fur et à mesure qu'ils ont un truc qu'ils démontent, ils vous postent des guides après. Et donc, si vous avez un jour un petit problème, que vous devez démonter votre MacBook, vous devez démonter votre moniteur, vous devez démonter quelque chose qui sont déjà démontés, vous avez un guide extrêmement précis, extrêmement bien fait. Donc, allez voir, franchement, ça vaut la peine. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle du Surface Laptop ? Parce que iFixit, évidemment, s'en est procuré un, et ils ont réussi à lui coller une note de réparabilité de 0/10. Ça s'était jamais vu. Jamais. Et donc, en fait, ils traitent le Surface Laptop de monstruosité pleine de colle. Pourquoi ? Parce que ils se sont rendus compte que pour pouvoir démonter le truc, alors l'une des grandes caractéristiques qui avait été mise en avant par Microsoft lorsqu'ils avaient présenté le bidule, c'était le revêtement luxueux en Alcantara. Le luxueux revêtement en Alcantara, on peut le foutre en pièces si on veut voir ce qu'il y a dans le... Tout est moulé, quoi. Tout est moulé, tout est collé avec des tonnes de colle. Le truc, à l'intérieur, il y a des plaques de protection avec des tonnes de colle pour protéger tous les différents organes. Donc, pour enlever les plaques collées, vous risquez de faire venir des puces avec. En fait, on dirait que le bidule a été prévu pour être irréparable. Oui, c'est ça. Là, à ce stade-là, c'est vraiment de la mauvaise volonté. C'est une tendance, effectivement, qui se vérifie. Pas toujours. Non, mais par exemple, tous les produits Apple, c'est le cas, de plus en plus. Un MacBook, ça se répare encore. Les derniers iMac qui sont sortis il y a quelques semaines, il y a quelques jours, ont un degré de réparabilité qui est bien supérieur à ça. On peut changer la carte graphique, on peut changer la RAM, on peut accéder au truc. Ici, rien, zéro. Oui, c'est ça. Oui, donc, zéro, peanuts. En fait, t'as un problème, tu le jettes. Oui, c'est ça. Il y a une marge, soyons clairs. Mais quand je disais que c'était de plus en plus difficile, je pense par exemple aux nouveaux iMac.
jusqu'à la version précédente, il est encore possible de changer ou rajouter de la RAM soi-même sans sortir son fer à souder. Les modèles 2017, c'est plus le cas. La RAM, elle est soudée. Il faut décider à l'achat. Pas sur tous. Ça dépend des modèles. Certains modèles haut de gamme, il y a moyen de la. Mais voilà, c'est tout ce qui est. On peut aussi considérer que tout ce qui est soudé à l'intérieur de l'appareil, c'est pas le commun des mortels qui va pouvoir sortir son fer à souder s'il en a un et un de qualité plus pour aller faire des modifications. C'est quand même important de savoir qu'on peut remplacer quelque chose, quitte à ce que ce soit difficile. Donc moi, j'ai remplacé récemment la batterie de mon portable. C'est une procédure qui est compliquée, qui n'est pas donnée à tout le monde, mais c'est faisable. Ouais. Tandis que là, ce que Marc nous annonce, c'est qu'il y a vraiment... C'est pas possible. Tout est fait pour que ce ne soit pas faisable, même par quelqu'un de compétent. Exact. C'est ça qui est dangereux. C'est même plus une question d'outillage ou de compétence, quoi. C'est pas possible. Non, c'est délibérément le truc, il est blindé et s'il y a le moindre problème, tu le fous à la poubelle. Ouais. Encore une fois, quand on a des laptops de cette gamme de prix, parce que je vais quand même regarder rapidement avant de dire une bêtise. On est dans les gammes de prix des on est MacBook, quand même dans des trucs qui coûtent, on va pas dire un rein, mais ça commence à 1149 €. Ouais. Vous avez déjà un beau laptop à ce prix-là. De tête, tous ceux que je connais à ce prix-là, vous pouvez au moins les ouvrir. Oui, c'est ça. Ou si vous n'avez pas déjà des trappes prévues pour changer le SSD et la RAM. Oui. Mais c'est justement une des forces en général des PC dits professionnels, c'est que le total cost of ownership, donc le coût total de propriété d'un tel produit pour des entreprises, est diminué par le fait qu'ils sont facilement réparables ou on peut récupérer des pièces d'autres machines pour les mettre dans ces nouvelles. Et donc c'est ce qui différencie un petit peu la gamme professionnelle de la gamme particulière, c'est que chez les particuliers, on ne va pas trop se soucier de pouvoir remplacer le disque dur ou en tout cas de le faire facilement, les lecteurs CD, des choses comme ça. Et donc c'est vrai que c'est dommage quand on a un PC haut de gamme de se dire que quand la garantie est passée, on doit l'emballer dans de la mousse et le transporter. Oui, parce que même au niveau... L'autre question sous-jacente, entre guillemets, c'est quid du recyclage dans ces cas-là est-ce que cette colle se recycle? On n'en sait absolument rien. C'est encore autre chose. C'est encore un autre débat. Parce que ça c'est un vrai problème, hein, je veux dire. Mais je veux dire, même en termes de communication, pour une marque comme Microsoft, s'ils avaient des appareils, je dis pas que c'est le cas, mais qui ne se recyclent pas, ou mal, difficilement, ou avec un coût exorbitant, c'est pas une très très bonne publicité pour leurs produits. Faut être clair. Hein, non, effectivement, et ce qui est assez étonnant, c'est que si ma mémoire est bonne, alors je vous confirmerai ça dans 2 minutes ou 3 minutes quand j'aurai regardé un petit peu, mais le score accordé par iFixit à la Surface, par exemple, la Surface tablette classique, donc la Surface Pro 4, était plutôt élevé. Oui. Donc le truc était réparable. En tout cas, si vous ne le saviez pas, iFixit, bon site pour savoir comment ou si c'est possible de réparer. Il y a des tutos qui sont bien faits, etc. Moi, je me rappelle de l'époque, tu t'en rappelles certainement aussi, Marc, où on pensait que c'était très compliqué d'ouvrir un Mac Mini, par exemple, pour aller changer son disque dur. Pas du tout. Et c'est sur des sites comme iFixit, en l'occurrence comme c'était iFixit, où ils expliquaient, il faut faire attention à ceci, à cela. Évidemment, c'est pointu, c'est pas évident. Il faut avoir, surtout quand on a payé cher son appareil, il faut avoir un gros cœur, comme on dit, pour aller ouvrir la machine, mais en même temps ça permet de dépanner le bazar, de lui donner peut-être une seconde vie éventuellement, ou de le recycler certaines pièces dans d'autres appareils comme on le disait là tantôt. Ouais, franchement c'est bien. Moi je me rappelle, iFixit, j'ai fait appel à une reprise quand j'avais encore mon iMac et que j'ai voulu remplacer le disque dur par un SSD. Il fallait tout démonter, tout, et il fallait des grosses ventouses pour décrocher l'écran. C'était un truc monumental, mais ça a marché. Mais c'était possible. Ceci dit, comme je disais, il faut avoir des fois un gros cœur, parce qu'un iMac aujourd'hui, parce que l'écran est collé, hein, donc là aussi il y a de la colle, mais des outils existent par contre pour pouvoir le décoller, le recoller, etc. Mais il faut en avoir dans le pantalon, quoi. Soyons clairs, parce que c'est quand même, on tripote une machine à plus de 2000 €, donc on peut faire des dégâts aussi, hein. C'est pas conseillé à tout le monde. Ceci étant, il y a des gens qui sont spécialisés dans la réparation de plus en plus, et qui eux ont l'habitude, ont des assurances, et vous demanderont un petit peu de thunes, mais sans doute moins que d'acheter un nouvel appareil. En parlant de réparation, prenez l'habitude de demander si, quand vous mettez un appareil
qui n'est pas sous garantie ou même sous garantie, prenez l'habitude de demander si vous avez le droit de récupérer l'appareil si vous ne souhaitez pas procéder à la réparation après le devis. Parce qu'il y a de plus en plus de sociétés, je pense que c'est totalement illégal, qui gardent l'appareil. Qui demandent des tarifs exorbitants pour récupérer l'appareil si vous souhaitez ne pas le faire réparer. Ce qui, d'après moi, est totalement illégal. C'est illégal, totalement. Donc, donc, vérifiez bien ça avant. Oui, non, je pense qu'effectivement, Marc a raison, c'est totalement illégal. Oui. Il y a une entreprise, d'ailleurs ce n'est pas que chez nous, il y a une entreprise allemande qui a été condamnée il y a 2 ans, je crois, pour un truc comme ça, et ils ont pris cher. Hein. Oui, j'imagine bien. Non, quand on fait, c'est l'occasion de rappeler quelques conseils aussi, justement, c'est bien de le faire. Quand on fait réparer un appareil, c'est un peu comme quand on fait réparer sa voiture, on a le droit aussi de réclamer les pièces qui ont été remplacées, hein, enfin les pièces obsolètes, pour bien montrer patte blanche et prouver qu'on les a bien remplacées. Voilà, ça c'est ce qui était en panne, on vous le remet monsieur, ça vous sert à rien, vous en servirez comme cale-porte éventuellement, mais ça c'était la pièce qui ne fonctionnait pas, on vous la rend. C'est parce que c'est la nôtre, même s'il est en panne. C'est des petites choses comme ça, des petits détails auxquels il faut penser, il ne faut pas nécessairement toujours se laisser faire. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette question, mais à l'occasion, ça vaudra le coup peut-être de faire un hors-série justement sur les réparations, et peut-être avec un réparateur, pourquoi pas, qui nous donnera des conseils. On essaiera de programmer ça dans la saison prochaine, parce que là, ça va être un petit peu juste ce soir. On passe à la lettre N comme Netflix, si vous le voulez bien, mes petits camarades. Je vais repasser la parole à Marc pour parler du mode hors ligne de Netflix, qui a quelques limites, apparemment. Oui, Netflix a commencé il n'y a pas longtemps à proposer un mode hors ligne que les utilisateurs espéraient à corps et à cri depuis très longtemps, par contre. Et le site a fini par s'aligner un peu forcé et contraint, mais ils n'avaient pas tellement le choix, étant donné que face à eux, il y avait des plateformes comme Amazon Prime qui, elles, d'entrée de jeu, proposaient cette particularité qui permettait de conserver de manière offline tout ce que vous vouliez regarder. Mais Netflix a fait un truc un peu hybride, et en fait, une fois l'effervescence de l'annonce initiale un peu redescendue, on se rend compte que cette implémentation du mode hors ligne par Netflix n'est pas aussi complète qu'on l'aurait voulu. Déjà, vous avez une période donnée à partir de laquelle, une fois que vous avez téléchargé un contenu, vous êtes censé voir ce que vous avez téléchargé dans un certain laps de temps. Généralement, c'est 48 heures. Donc, si vous avez téléchargé un truc, vous avez commencé à regarder un bout, si au bout de 48 heures, vous n'avez pas repris la lecture, ça risque d'être effacé automatiquement de votre support. Ensuite, une fois que vous avez téléchargé quelque chose, que vous avez regardé, que vous l'avez plus regardé, que ça a été effacé, vous pouvez le retélécharger, mais pas aussi souvent, pas autant de fois que vous le voudriez, selon que c'est quelque chose de récent, de pas récent, de trending, de pas trending, que c'est un film, que c'est un épisode, etc. Les critères sont encore un petit peu flous. Vous pouvez le voir, vous pouvez le retélécharger 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas plus. Et puis après, une fois que vous l'avez retéléchargé, il est disponible pour 3 mois, 6 mois, 1 an, on n'en sait pas plus. Donc en fait, il y a tout un ensemble de règles qui relèvent en fait actuellement de la logique la plus floue, qu'on découvre en fait au fur et à mesure que l'on s'aventure dans Netflix. Moi, personnellement, je n'ai pas encore utilisé le mode hors ligne, alors que c'est quelque chose que je fais sur Prime Video. Mais par contre, ce qui est heureux, c'est qu'au moment où vous faites votre second téléchargement, donc qui dans certains cas sera le dernier, un avertissement va s'afficher pour vous dire « Oui, attends, tu viens de le télécharger, maintenant tu as autant de temps pour le voir dans telle et telle et telle condition. » Mais pas partout. Ah bon ? Ça va marcher sur votre tablette, mais pas nécessairement sur le laptop. Pas forcément sur le laptop, pas forcément sur le site, peut-être sur la Shield, peut-être pas forcément sur une... Enfin voilà, donc c'est pour une fois logique un peu floue. Et on peut imaginer que les utilisateurs qui ont fait les frais de ce genre de choses sont relativement rares,
Mais on aimerait quand même bien comprendre. Oui, c'est ça. Mais je pense, moi, très honnêtement, je pense qu'ils ont fait un effort, justement parce que c'était une demande de la clientèle aussi d'avoir ce mode hors ligne, et que finalement, ils essayent aussi de se dépatouiller avec les droits, etc., et essayer d'éviter de se faire pirater leur contenu également. Donc, ça doit pas être totalement évident, hein, même pour Netflix, de gérer ce contenu hors ligne. On perd un peu le fil de ce contenu à un moment donné, donc je sais pas, c'est parce que finalement effectivement, pour quelle raison sur tel ou tel device on n'aurait pas les mêmes droits que sur tel ou tel autre device, quoi. C'est absolument rien, c'est de la logique la plus floue, donc particulièrement. Et pendant ce temps-là, du côté de chez Facebook, on pourrait bientôt marcher sur les plates-bandes justement de Netflix, puisque Facebook prépare un anti-Netflix quelque part. Bah écoute, Facebook depuis longtemps essaye d'être un petit peu incontournable. On a déjà eu des discussions entre nous avant de parler d'Internet, et maintenant Facebook pourrait réunir un petit peu tout ça. Ouais. Ici, ils ont annoncé qu'ils veulent lancer du contenu vidéo de qualité broadcast d'ici la fin de l'été. Donc en fait, ils veulent produire des séries, des reality shows en se concentrant principalement sur les ados et les jeunes adultes. Donc ça va de 13 à 35 ans, mais avec un focus surtout à partir de 17 ans. Les producteurs à qui Facebook va commander des programmes exclusifs seront obligés de ne pas contenir de politique, de nudité, pas d'actualité, pas d'injures. Donc ils vont essayer d'être vraiment le plus chiant possible, quoi. Oui, et le plus lisse possible, le plus politiquement correct possible. Donc ça va être super emmerdant. Voilà, mais ils vont mettre les moyens pour être emmerdant, puisqu'ils parlent d'un budget qui pourrait atteindre les 3 millions de dollars par épisode. Pour vous donner un exemple, c'est le coût d'une série telle que Breaking Bad. Donc c'est de l'emmerdement de luxe. Ils vont mettre les moyens pour concurrencer donc la télédistribution ou Netflix, mais ils veulent faire des épisodes. Donc, on sait que sur Facebook, l'information se consomme assez vite, et le but c'est de revenir le plus vite possible sur la plateforme. Alors, ils vont faire pour ça des séries, de la télé-réalité, du sport. Du contenu sportif, mais de courte durée. Donc c'est maximum 30 minutes par épisode ou émission. Et à la différence de Netflix, ce sera gratuit, oui, mais avec de la publicité, évidemment. Ils sont pas devenus tout d'un coup super généreux. Alors, et sans prévenir personne, d'ailleurs, tout à fait récemment, je crois cette semaine, pour ceux qui mettent des vidéos de plus d'une certaine durée en ligne sur Facebook, ils ont eu la grosse surprise de voir leur contenu coupé à la hache par ce qu'on appelle du mid-roll. Donc on a les publicités en pré-roll, c'est ce que fait YouTube la plupart du temps. Et puis là, c'est n'importe où. C'est voilà, poum, à un moment donné, vous avez une pub pour du fromage ou que sais-je, qui débarque de n'importe où. C'est gratuit. Il va falloir s'y faire. Hein. Oui, mais c'est gratuit. On va pas se plaindre. Mais moi, je pense qu'il faut arrêter de mettre son contenu chez Facebook. C'est pas plus compliqué que ça. Non, mais ce que je veux dire, des plateformes qui jouent à ça de cette manière-là, je comprends qu'il faille financer ses services. C'est une société commerciale, Facebook, mais pas de cette manière-là, quoi. Il y a un minimum de respect à avoir pour les gens qui créent du contenu et qui postent du contenu sur la plateforme. Et par rapport aux gens qui les regardent aussi, d'ailleurs, il y a un minimum de respect à avoir. Marc. Oui, ce que tu dis est vrai, mais pas tout à fait. Parce que n'oublie pas que la cible de Facebook, et Xavier l'a bien dit dans la présentation de son sujet, c'est les jeunes, les ados et les jeunes adultes. C'est-à-dire toute une génération de gens qui sont un peu éloignés de nous en matière de goût et qui ont été biberonnés à consommer de l'info, enfin pas de l'info, à consommer des contenus en étant justement en permanence parasité par de la pub, parasité par des messages. Ce cœur de cible a une tolérance au parasitage et aux messages publicitaires beaucoup plus élevée que nous. C'est possible, ça n'en fait pas moins. Ça n'en est pas moins. Enfin, c'est un manque de respect de toute façon. Je veux dire, quel que soit le message publicitaire, quel que soit l'endroit où on le met, dans cette manière-là, la manière de couper, de hacher du contenu pour y mettre de la pub, c'est pas bien, quoi. C'est moche.
Et par contre, ils vont jouer la transparence sur les chiffres d'audience. Ah, ça c'est Donc, chouette. Ils vont... Après, c'est ce qu'ils disent. Hein. Il y a déjà eu des soupçons sur la façon dont ils comptaient les clics, par exemple, sur la publicité, etc. Mais ils annoncent la transparence sur les chiffres d'audience. Ce qui peut être bien pour les créateurs de contenu éventuels, même si au départ, ils vont faire du contenu exclusif Facebook. Il faut voir comment va être comptabilisée cette audience, après combien de minutes ou de secondes écoutées on va considérer que c'est une vidéo vue. Parce que t'as parfois l'autoplay qui... Ah, pas parfois, tout le temps. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui ont déjà été éprouvées et testées, et je pense que un certain public n'est pas dupe. Tout ça, on a déjà passé tout ça en revue à l'époque sur YouTube. Et c'est pas encore purgé, hein, il y a encore des problèmes de ce côté-là, mais quoi qu'il en soit, enfin voilà, je trouve qu'il se tire un peu une balle dans le pied en agissant de la sorte. Il y avait moyen en tout cas de faire les choses de manière peut-être un peu plus classe, quoi. Le but est vraiment de retenir les gens sur leur plateforme, mais ça c'est pareil partout. Sur YouTube aussi, quand on voit pour être bien placé entre guillemets dans les bonnes grâces de YouTube, et donc de remonter de temps en temps dans les propositions que fait YouTube, etc. Il faut qu'une vidéo suscite plus de vidéos vues, donc c'est pour ça qu'on nous demande de mettre non pas des pouces vers le haut, mais des liens vers d'autres vidéos, et de préférence sur d'autres chaînes, parce que du coup le rebond va peut-être être plus important, etc. pour garder les gens de plus en plus accaparés à YouTube dans l'écosystème de YouTube. Pareil sur Facebook, pareil sur d'autres plateformes de ce type-là. On n'a rien inventé, et c'est pas grave en soi. Ce qui l'est plus, je trouve, c'est de casser à la hache du contenu pour y placer de la publicité. Les mid-rolls, donc cette publicité qu'on place à l'intérieur d'un contenu vidéo, sur YouTube par exemple, l'éditeur choisit l'endroit où la publicité va se placer. Donc il va aller placer un curseur et dire voilà, à cet endroit-là, ça me dérange pas qu'il y ait de la pub. Boum. Et ça me paraît déjà beaucoup plus sain, quoi. Je sens que Marc s'endort, donc... Pas du tout, non, je digère en fait. Ah oui, c'est la digestion, d'accord. Ce que je propose, c'est qu'on passe à la lettre N. N comme news, c'est ce qu'on fait à longueur de temps dans ce podcast. Donc c'est une lettre intéressante, importante par la même. Marc, puisqu'on parlait de Yahoo News Digest. Ça part avec le reste, j'imagine. C'est soldé, non ? Hélas, oui, à mon grand regret, parce que c'était l'application que j'utilisais tous les jours. C'est vrai ? Tous les jours, le matin en me levant et le soir avant de me coucher. C'était le petit réflexe, que ce soit sur mon téléphone, que ce soit sur ma tablette. C'était le petit réflexe qui me permettait d'être connecté au reste du monde au niveau info, parce que je regarde pas le journal télévisé, ça m'emmerde. Je ne lis pas la presse, ça m'emmerde aussi. Donc voilà, pour savoir ce qui se passait dans le monde de manière générale, j'avais ce petit réflexe. Et News Digest, qui était en fait une application qui avait été lancée en 2014 par un jeune entrepreneur britannique qui s'appelait Nick D'Aloisio, qui avait par la suite été reprise par Yahoo. Était en fait une petite application qui permettait d'agréger de manière quasi automatique, avec peu de relecture et peu de processing humain derrière, des sources des informations de différentes sources, et de les résumer, donc par application, avec tout un algorithme, en un seul paragraphe, très clair, très facile à lire en anglais. Voilà. Il y avait différentes éditions, l'édition américaine, l'édition asiatique, l'édition internationale, et 2 fois par jour, le truc poussait les news les plus importantes. Parfois, c'était des trucs totalement dispendables, mais c'était généralement le bon moyen, et c'était une application extrêmement pratique. Elle avait quand même été téléchargée par, je crois, 40 millions de personnes dans le monde, ce qui est pas rien. Et donc, suite à la reprise de Yahoo par Verizon et au paiement des 4,5 milliards de dollars qui allaient avec, News Digest est le premier à mordre la poussière. Et depuis la dernière mise à jour, à chaque fois que tu ouvres l'application, tu as une petite notification qui te dit le 30 juin, après le 30 juin, nous ne ferons plus de digest. Nous ne ferons plus de résumé. Nous avons apprécié de vous rendre service toutes ces années.
Nous vous recommandons d'installer, alors je sais pas ce qu'ils ont été chercher comme daube, j'ai essayé le truc, ça a duré 5 minutes. C'est aussi un truc de Yahoo, mais grosso modo, c'est une espèce de pâle copie de Facebook où n'importe qui peut mettre ses news et c'est du grand n'importe quoi. D'accord. Et je n'ai pas trouvé quelque chose de similaire qui agrège et qui résume aussi bien ce qui se passe autour de moi dans le monde. C'est dommage parce que comme déjà c'était une application qu'ils avaient achetée, ils auraient pu rendre sa liberté ou revendre l'application à un tiers qui l'aurait réexploité, comme c'était le cas, je pense d'ailleurs, du côté de chez Google avec leur système d'agrégat de flux RSS qui a repris sa vie de manière tout à fait indépendante. Donc je trouve ça dommage, quoi. C'est surtout si ça avait son public. Ça avait son public. Maintenant que l'application soit reprise éventuellement par son fondateur, par son développeur d'origine, D'Aloisio a bossé effectivement chez Yahoo suite au rachat de son application qui s'appelait Sumly à l'époque, avant d'être intégré dans Yahoo. Il a bossé de 2013 à 2015. Après, il est parti chez Airbnb, il a fait d'autres choses. Voilà. Mais l'application a quand même été énormément utilisée, énormément plébiscitée. Elle a même gagné plusieurs prix, dont un Apple Design Award qui est pas mal. Et voilà, c'est dommage. Il y a des bonnes applications, il y a des bons trucs comme ça qui, hélas, tombent dans l'oubli ou sont sacrifiés parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la vision nécessaire pour maintenir ce genre de choses. Parlant d'outils utiles et sympathiques et Yahoo, lié à Yahoo en l'occurrence, il y avait un autre outil qui n'a rien à voir avec celui dont tu parles là, mais qui permettait d'agréger des flux RSS et de les filtrer, de les traiter de manière extrêmement pointue et visuelle et ergonomique. C'était super bien foutu ce machin-là. Et ils ont abandonné ça, mais il y a longtemps déjà maintenant. Il y a un vague clone en open source qui fonctionne mais à un niveau incroyablement limité par rapport à ce que le pipe originel pouvait faire. Maintenant, j'ai vu passer des trucs de fous furieux, passionnés, effectivement, qui ont réussi à arriver plus ou moins à quelque chose d'approchant, mais il faut combiner du Pipes, donc la version open source, avec des connecteurs bricolés pour aller se brancher sur Zapier ou If Then Then That. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et ensuite aller rajouter une couche de Python derrière. Donc il y a moyen, mais il faut vraiment le vouloir, quoi. Enfin, c'était pour dire que pour justement trier de l'information dans des flux RSS, etc., surtout à l'époque des blogs, c'était juste parfait, quoi. C'était Enfin, voilà, on va pas faire les vieux cons non plus, hein. Non, mais on écrase une petite larme quand même. Je vois Xavier qui se marre dans son coin. Regarde l'autre se marrer dans sa moustache. J'ai plus d'infos, quoi. Vous n'êtes pas la cible de Facebook. Hein. Vraiment pas, et on le revendique haut et fort. Oui, je pense, oui. Non, c'est clair qu'à un moment donné, passé un certain âge... Sommes-nous encore la cible? Est-ce que quelqu'un veut encore de nous? C'est la question. Enfin bref, on était à la lettre N, on a fait news, on peut faire maintenant Nintendo, Xavier, puisque la Super NES fait son grand retour, mais il me semble qu'on avait déjà parlé de ça il n'y a pas tellement longtemps. Alors, on en a parlé l'année passée avec la NES Mini. Comme le temps passe. Mais cette fois-ci, c'est la Super NES. D'accord. Donc c'est le modèle le plus connu, en fait, qui sera disponible le 29 septembre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura 21 jeux qui seront préinstallés. Donc c'est en fait la version qui a le même design que la version européenne. Pour ceux qui connaissent, ils appréciaient le look un petit peu plus arrondi par rapport à la version US. Alors pour rappel, la première version était sortie en 92 et les ventes avaient explosé avec des jeux comme Zelda, Street Fighter 2, Super Mario Kart, etc. Et donc ils vont pas seulement se contenter de livrer 21 jeux préinstallés, mais ils vont aussi sortir pour vraiment les amateurs Star Fox 2, qui est en fait la suite de Star Fox ou Star Wing. Personnellement, je connaissais pas. Mais dans la liste de jeux, il y en a 21, mais parmi les plus connus, on va retrouver des Donkey Kong, Final Fantasy, Zelda évidemment, Street Fighter 2 Turbo, Castlevania, Super Mario Kart, une série de Super Mario. Donc voilà, des beaux jeux pour un produit qui va contenir 2 manettes qui seront tout à fait similaires aux originales, avec un câble HDMI, ce qui veut dire qu'on pourra utiliser la console sur une télé HD, un câble USB pour l'alimentation,
Et alors, on sait qu'il y a déjà des précommandes, même si les livraisons ne seront disponibles je l'ai dit, le 29 septembre. Par exemple, la Fnac avait fait un prix affiché de 94,99 € avec un prix bas garanti. Donc, ça veut dire que si le prix baisse, ce sera appliqué d'ici l'expédition. CD Discount l'avait proposé à 79,99 €. Mais sur les deux sites, les offres de prévente ne sont déjà plus disponibles. Donc, sans doute qu'ils ont déjà été tellement assommés de commandes que même les précommandes ne sont plus disponibles. D'accord, on ne peut plus précommander, donc il va falloir attendre que tout soit purgé et en espérant qu'il y ait une relance de production. Mais c'est un petit peu étonnant parce que la version passée avait été vraiment très très vite en rupture de stock. On avait vu les prix grimper sur eBay, etc. Et donc c'est un petit peu étonnant qu'ils refassent le même coup ici. Est-ce que c'est pour faire le buzz mais bon, sur la version précédente, c'était pas un coup de buzz. Ils ont effectivement été en rupture de stock et ils n'ont pas rallongé après. Donc... Bon, de nouveau, affaire à suivre, comme on dit. Et si vous arrivez à vous en procurer une, bonne chance. Voilà. On peut passer à la lettre S. S comme super calculateur. Et au hit parade des super calculateurs, les USA se sont fait détrôner du podium, manifestement, Marc. Ah oui, les supercalculateurs, pour rappel, ce sont ces très grosses machines qui bouffent beaucoup d'électricité pour faire des calculs très compliqués. Oui. Comme par exemple des modélisations de météorologie. Modélisation météorologique, modélisation recherche civile et militaire, recherche médicale, le fait de pouvoir modéliser, de faire des extrapolations d'interactions sur des molécules complexes, c'est quelque chose qui est très apprécié dans le domaine des supercalculateurs, et donc notamment au niveau de l'industrie chimique, au niveau de l'industrie médicale. C'est grâce aux supercalculateurs qu'on ne fait plus d'essais de tir nucléaire. Par exemple. Exactement, tout ça est modélisé de manière totalement informatique. Et donc à ce la Corée en fait toujours, pas nucléaire. Oui, mais la Corée n'a pas de superordinateur. Voilà, c'est ça. La Corée a un iPad. Et encore. Leur iPad. Voilà. Donc à ce petit jeu-là, effectivement, les États-Unis avaient l'habitude de tirer leur épingle du jeu et de figurer systématiquement en tête du podium, sauf que c'est plus vraiment le cas. Et en témoigne en fait une liste qui est établie chaque année, qui s'appelle la Top 500 Supercomputing List, qui recense les 500 plus gros superordinateurs au monde. Alors, en tête de liste, pour vous donner un peu une idée, rappelez-vous, la bécane que vous avez dans votre bureau, en dessous de votre bureau, de votre table, sur laquelle vous jouez, vous faites, etc. C'est généralement des ordinateurs qui ont 2, 4, 8 cœurs. 18 si vous avez déjà craqué pour un des derniers Ryzen ou un des derniers Core i7 ou i9 chez Intel. Mais voilà, vous pouvez en avoir 2, donc on va dire maximum une trentaine de cœurs. Là, on parle de bécanes qui ont des millions de cœurs, des dizaines de millions de cœurs. Ce sont des monstres. Voilà. D'ailleurs, c'est pas difficile. Celui qui arrive en tête, c'est un ordinateur chinois qui s'appelle le Sunway Taiyu Lite. Le truc bouffe quand même 15 mégawatts. Donc voilà, même en utilisant vous arrivez. Et là, il ne calcule pas encore, c'est juste à l'allumage. Et là, c'est l'allumage, effectivement. Il y a 2 super tankers qui sont mouillés en baie de mer de Chine pour alimenter le truc. Le deuxième est également chinois. Lui se contente de 3 millions de cœurs et il consomme plus, il est moins optimisé. 17 mégawatts, il est également chinois. Donc il s'appelle le Tianyi 2. À la 3e place, on a un ordinateur suisse. Alors, on sait que les Suisses sont généralement des gens très carrés avec un sens de l'économie assez particulier. Effectivement, ici, on a un ordinateur qui est basé sur un Cray. Ça existe toujours pour ceux qui ont connu l'époque glorieuse de la grosse informatique. Donc, c'est basé sur un Cray avec des processeurs Xeon. Il y en a quand même 361 760. Et le truc est utilisé principalement pour de la modélisation climatique. Et puis, vient seulement le premier ordinateur américain. En 4e place. En 4e place, donc, qui lui est utilisé principalement pour des applications civiles en recherche pétrochimique et recherche médicale et modélisation climatique également, qui est le Titan, qui, il n'y a pas longtemps, était encore en tête de liste. Et donc,
même si les États-Unis se sont fait éjecter du top 3 mondial, ils restent quand même très bien placés parce que 5 des supercalculateurs qui sont dans le top 10 sont américains. Et au total, les États-Unis sont quand même le pays au monde qui compte le plus de ces machines. Il y en a 169 classés sur le top 500. C'est quand même pas mal. Hein. Ce qu'il faut dire aussi, parce qu'on s'est un petit peu moqué de la puissance consommée, enfin l'énergie consommée par les super ordinateurs chinois, je lisais quelque part que la Chine est très en pointe justement dans la recherche des nouvelles énergies, etc., etc. Et qu'en l'occurrence, ces ordinateurs qui consomment énormément servent à modéliser des solutions nouvelles pour pouvoir remplacer demain l'énergie fossile, l'énergie nucléaire, etc. et optimiser les énergies renouvelables. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, on va dire, si ça se passe comme ça. C'est pas une généralité, mais si ça pouvait se passer comme ça, ce serait vraiment bien, quoi. C'est ça qu'on veut dire. Voilà donc pour le podium des superordinateurs. On peut passer à la lettre T. T comme torrent, parce qu'il y a de l'actualité de ce côté-là également. Un des gros pourvoyeurs de torrent s'est vu fermé il n'y a pas tellement longtemps. Cette semaine, d'ailleurs, Xavier. Je jure que je m'en étais pas rendu compte. Menteur. Ça fonctionnait offline aussi. Donc, en fait, Torrent 411, pour ceux qui l'ignorent comme moi, c'est un site qui permettait de télécharger des torrents francophones. C'est pour ça que je n'y allais pas. Et du contenu illégal, donc. En fait, il y a une énorme enquête franco-suédoise qui a permis d'arrêter les administrateurs du site, qui étaient indisponibles depuis quelques jours. Et, ils ont mis la main sur des serveurs hébergés dans les bureaux dans une société, tout simplement. Et les deux gars pourraient être extradés vers la France très prochainement. Alors, Torrent 400, c'est un site qui avait été fondé en 2006. Il fonctionnait plutôt bien parce qu'en fait, les utilisateurs qui téléchargeaient du contenu étaient obligés de respecter un certain ratio de partage ou de post de nouveaux contenus. Donc, ils avaient un espèce de score pour augmenter justement le taux de téléchargement. Donc, si vous téléchargez un film, il fallait que vous le laissiez disponible par exemple à un certain nombre de jours ou à un certain débit pour que les autres puissent télécharger facilement. Et c'est ça qui a fait que le site a été assez bien connu puisqu'il permettait des téléchargements assez rapides. Et en fait, en plus de ça, il brouillait régulièrement les pistes. Donc, ils ont pu être en ligne assez longtemps en changeant régulièrement de nom de domaine, un petit peu comme l'avait fait de Pirate Bay à l'époque. Ok, comme Mega Upload avait fait aussi, enfin ils avaient trouvé d'autres stratagèmes, moi je pense, mais bon, bref, tout ça est illégal, ça ne nous concerne donc pas. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est mal. C'est qu'il y a d'ailleurs un autre très bon site. Quel enfoiré, il l'a placé. Je me suis fait avoir. Vous n'avez rien entendu, évidemment. Allez, on passe à la lettre U. On a une lettre U cette semaine. C'est étonnant, je pense que c'est la première fois en 130 épisodes qu'on a une lettre U. U comme urgence, il fallait le faire. Avec un chouette truc, ça il faut bien le reconnaître, Xavier. Effectivement, c'est l'application. Je peux peut-être faire le lancement jusqu'au bout. Sinon, je sors. Je vous laisse faire. C'est le 112 en Belgique. C'est le numéro d'urgence. Il y a une application officielle maintenant. Oui. C'est mon petit coup de cœur. C'est une application publiée par le service public fédéral intérieur avec les SPF Santé publique et la police fédérale. Ils ont sorti l'application qui fonctionne sur iOS et Android vendredi passé. Et en fait, le but, c'est de pouvoir permettre de contacter les centres d'appel urgents, le 112 et le 101 en Belgique, qui pourront donc retrouver l'appelant beaucoup plus facilement s'ils se trouvent par exemple à la campagne, en forêt ou bien dans un centre-ville un petit peu difficile d'accès, puisqu'on aura la fonctionnalité GPS notamment du smartphone. Alors pour les personnes qui sont par exemple muettes ou qui ont des problèmes d'élocution ou qui sont malentendants, il y aura également la possibilité, mais qui sera activée par les forces de l'ordre ou les services d'urgence, de communiquer par message, et ces messages pourront même être traduits si l'intervenant parle dans une autre langue. Donc c'est vraiment un moyen d'accélérer les interventions. Alors on va pouvoir stocker des informations utiles dans l'application, par exemple quels sont les contacts à rappeler rapide à rappeler en cas d'urgence. On va pouvoir également faire sonner une alarme à distance
imaginons que vous êtes inconscient au bout d'un moment, malgré que vous ayez réussi à utiliser l'application, mais les services d'urgence vont pouvoir faire sonner votre téléphone à distance pour vous localiser plus facilement une fois qu'ils sont dans le bâtiment, par exemple. Donc c'est une petite application sympa. On voit qu'il y a des logos qui vont permettre de ne pas devoir retenir les numéros d'urgence. Donc moi je conseille vraiment à tout le monde de l'installer sur l'écran de son smartphone, de montrer ça à leurs enfants, parce que ça pourrait bien vous sauver la vie un jour. Alors il y a des améliorations possibles, hein. Moi je trouve par exemple qu'on devrait pouvoir encoder son groupe sanguin, qu'on devrait pouvoir dire si on a des allergies à certains médicaments, si on a par exemple le diabète ou des choses comme ça, mais c'est vraiment un plus, et pour une fois ça a l'air de marcher pas mal. Il y a d'autres applications fédérales qui ne sont pas dans le même cas. Si je trouve ça plutôt bien fait, même si on peut l'améliorer encore un petit peu. Tu as raison de le préciser. Déjà, l'important c'est la rapidité, hein. C'est pour ça qu'elle a été créée, cette application-là. Ils vont pouvoir comme ça, dès qu'ils reçoivent un appel d'urgence via l'application, pouvoir très rapidement localiser où se trouve la personne grâce au GPS de l'appareil, et non pas grâce à une triangulation passant par l'opérateur téléphonique, etc., qui prend un temps con et qui leur fait perdre du temps plus qu'autre chose. Donc là, vous êtes directement localisé, donc on peut directement envoyer les secours. On n'a plus la question à poser, où vous trouvez-vous, machin, etc. Là, on gagne une question, en gros, hein, et ça va du coup beaucoup plus vite. Ou même si on questionne toujours, puisqu'il y a toujours la notion d'étage ou ce genre de choses, ils peuvent déjà mettre quelqu'un en route. Qui va se diriger en attendant les informations après les informations vont suivre, et la personne qui va arriver aura toutes les informations en main, mais arrivera beaucoup plus vite. Et alors c'est marrant ce que tu dis par rapport parce qu'il demande, hein, à l'inscription sur l'application, il faut donner son nom, son adresse, etc., enfin quelques informations utiles, et alors c'est dommage parce que c'est vrai, en effet je pense à iOS, et la partie santé dans iOS permet d'indiquer justement ses allergies et des choses du genre. Ça pourrait être lié, en fait, il pourrait y avoir directement une liaison avec ces informations qui se trouvent déjà dans l'appareil quelque part. Alors il faut voir de quelle manière on peut protéger quand même la vie privée dans ce genre d'application, et ne pas les ouvrir à d'autres. Ici, ça a l'avantage d'être une application tout à fait officielle, donc c'est vraiment une application qui va être utilisée par les services concernés, et qui garantit, en tout cas, enfin je ne sais pas dans quelle mesure ils ont protégé l'application, mais ça sera en tout cas utilisé à des fins louables. Enfin, voilà une bonne idée, une belle initiative. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en France. En tout cas, ça ne fonctionne pas à l'étranger, hein, pour nous Belges. C'est pour les services belges. Et donc, pour les services étrangers, j'imagine qu'il y a d'autres possibilités. Je ne sais pas si ça existe en France, ce type d'application. Je crois que oui, mais j'ai un doute. Si vous avez l'information, où que vous soyez, que ce soit en Suisse, en France ou au Québec, n'hésitez pas à partager avec la communauté cette information. S'il existe une application du même type dont celle dont on vient parler, n'hésitez pas à la partager avec tout le monde. On peut passer à la lettre V. V comme vie privée, Xavier, toujours, pour parler de SnapMap. SnapMap qui est trop précis apparemment. Effectivement. Mais c'est quoi SnapMap ? SnapMap, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été déployée dans Snapchat. Et des services de l'ordre de Waikato ont fait une petite remarque sur le risque d'une telle fonctionnalité. En fait, en quoi ça consiste ? SnapMap va permettre de vous positionner sur une carte avec un petit emoji, un petit personnage tout sympathique, mais le risque, c'est que la précision de l'application est vraiment très très élevée. Ça veut dire que des jeunes qui vont utiliser Snapchat, on sait que c'est utilisé par des très jeunes parfois, on va pouvoir les suivre quasiment à la trace au fur et à mesure qu'ils chattent ou qu'ils envoient des images ou autres sur cette application. Et donc on va pouvoir par exemple savoir si quand vous avez envoyé un message à un moment, si tout d'un coup vous rallumez votre réseau et que le message est envoyé alors que vous vous trouvez ailleurs, on sait que vous n'êtes plus chez vous par exemple. Donc réellement un risque important pour les enfants
enfants, il faut les conscientiser du fait que c'est pas toujours bon qu'on sache tout le temps où vous trouvez, d'autant que cette application-là est vraiment précise. C'est pas juste une zone géographique. On voit le numéro de la rue quasiment où vous trouvez. C'est très précis. Et d'autant plus que quand ça a été déployé, c'était fait un petit peu à l'arrache comme ça apparemment, et on se retrouvait sans le vouloir sur cette carte. C'est-à-dire que tous les contacts Snapchat savaient où tu te trouvais. Et pour empêcher ça, il fallait aller sur la carte, aller dans les fonctionnalités et passer en mode fantôme, comme il est expliqué, pour ne plus apparaître sur la carte. Du coup, voilà. Mais il fallait le préciser, et il fallait c'était un peu par défaut, on était tous dessus, quoi. En gros, c'était ça un peu l'idée. En tout cas, tous les contacts. Mais bon, c'est vrai que les jeunes ne connaissent pas toujours les gens avec qui ils sont en contact sur Snapchat, donc c'est quand même un peu problématique aussi. Avec Facebook, par exemple, vous pouvez, en général, c'est intentionnel le fait d'indiquer le positionnement. Ici, effectivement, c'est ça le problème ici, c'est que c'était pas vraiment intentionnel. Non, c'était par défaut, c'était comme ça. Il fallait, c'était un opt-in. Et le niveau de précision est beaucoup plus élevé. On sait pas juste. Si vous entendez des craquements, c'est Marc. C'est Marc est en train de craquer. C'est la digestion, sans doute, mais... Xavier, termine ta phrase, pardon. Oui, donc, non, je disais, ici, c'est vraiment la précision qui est dangereuse. Dans Facebook, par exemple, si vous dites que vous vous trouvez dans telle commune, mais on ne sait pas précisément où vous êtes. Ici, c'est plus dangereux. Oui, aussi précis que ça, c'est quand même assez pointu, quoi. C'est parce que si tu étais chez la maîtresse qui habite à 2 pâtés de maison de chez toi, on le voyait. Voilà. Mais tu utilises Google Maps et tu veux qu'on sache où tu te trouves, mais tu le sais, tu utilises une application pour ça. C'est pas un réseau social spécial. Oui, ou si tu te géolocalises sur Swarm ou des trucs comme ça. Voilà, là, c'est totalement intentionnel, c'est totalement voulu. Ici, c'était pas le cas. Bon, ok. Mais c'est un problème qui est réglé, je pense, du côté de chez... dans l'application, maintenant, par défaut. Enfin, ils ont inversé le truc. Je sais pas, je l'utilise pas. Tout est redevenu droit. Je l'utilise pas non plus, mais comme je fais un podcast high-tech, je m'y intéresse. Voilà. La lettre V, maintenant. V, encore une fois. V comme VR, comme Virtual Reality. On va parler de ces casques de VR qui sont toujours très moches. Ça va intéresser Seb. Et qui posent des fois des problèmes, de gros problèmes. Et quelqu'un a trouvé une solution à l'un des plus gros problèmes, Marc. Exactement. Et si vous avez déjà glissé votre tête dans un casque de réalité virtuelle, que ce soit un casque style Oculus Rift ou HTC Vive ou simplement un Samsung Gear où vous avez tapé votre GSM dedans, vous savez que vous avez toujours l'impression de vous retrouver devant une image que vous observez à travers une passoire. Vous avez toujours cette petite grille qui est en superposition et vous avez vraiment l'impression d'avoir une image découpée en petits losanges. C'est très moche. Bon, sur des trucs qui bougent relativement vite, l'effet est assez intéressant, mais pour voir des détails, c'est pas vraiment l'idéal. Et en fait, c'est un peu logique parce que les écrans qui sont utilisés pour justement relayer les images vers vos yeux, dans le meilleur des cas, ils ont une résolution de 1.2 mégapixels. D'accord. Il faut savoir que les recherches qui sont actuellement en cours chez Oculus, chez HTC et chez Microsoft avec HoloLens permettront vraisemblablement d'arriver à une résolution de 16 à 20 mégapixels à l'horizon 2020, ce qui n'est pas encore suffisant. On estime que la netteté nécessaire pour pouvoir être dans une immersion totale est estimée à plus ou moins 50 mégapixels. Et c'est dû à la proximité de l'œil avec l'écran, c'est ça ? C'est parce que quand on est plus loin... C'est dû à la finesse pour que l'immersion soit la plus totale possible. La finesse d'image. Donc plus la résolution est élevée, plus l'image est fine. Et donc un fabricant finlandais, Varjo Technology, qui est en fait, si ma mémoire est bonne, le bébé de 2 transfuges de chez Nokia, a développé une technologie qui s'appelle le 20/20 et qui en fait est partie d'un constat assez simple. La vision humaine est généralement focalisée à son point de netteté au centre. C'est-à-dire que là où quand vous regardez quelque chose, que vous fixez quelque chose, l'entièreté du traitement
qui se fait dans votre cerveau pour déterminer la netteté de ce que vous regardez s'opère au centre du champ de vision sur une zone qui est généralement assez restreinte. Oui. Le reste, généralement, est flou. Oui. Et cette zone se restreint encore quand tu es en mouvement et avec l'effet de vitesse, quand on a une voiture de course ou un avion. Tout est beaucoup très flou, très vite. C'est-à-dire, le point est très étroit, entre guillemets. C'est un gros problème pour les pilotes de chasse, par exemple. Ce qu'on appelle effectivement le champ de vision qui se rétrécit très fort. Ouais. Alors, le casque qui a été mis au point par Varjo, qui pour l'instant est un Oculus Rift bricolé, en fait couple le système d'origine, c'est-à-dire le système avec cette foutue définition très basse et cette foutue impression de regarder tout à travers une grille, avec un micro-écran OLED qui a actuellement une résolution de 70 mégapixels. Mais ces écrans sont microscopiques. Et en fait, l'image du petit écran, par un système qui est propriétaire, mais qui probablement est utilisé, qui utilise probablement un dispositif de miroir à très haute vitesse, l'image de l'écran qui est à 70 mégapixels est projetée au centre du champ de vision avec un lissage progressif du reste. Et donc, autrement dit, vous avez l'image de base sur laquelle vient s'incruster l'image à 70 mégapixels, qui elle offre une vision d'une clarté totale, et le reste est estompé. Et donc on reproduit totalement la physiologie de la vision humaine. Et alors, si vous vous renseignez, si vous allez voir le lien qu'on vous mettra dans les commentaires, dans les sources, et que vous regardez un petit peu sur Google, vous cherchez Varjo 20/20, vous allez voir des captures d'écran qui sont assez bluffantes. Mmh. Et là, vous allez vraiment prendre toute la mesure de ce que ça pourrait apporter au niveau de l'expérience et du réalisme de la réalité virtuelle si cette technologie arrive dans vos casques. Alors, tu dis Varjo, mais ça s'écrit Varjo, en fait. Hein. Varjo. Mais c'est ton accent qui est trop parfait. Qu'on n'est pas habitué à cette langue. C'est un accent espagnol en plus. En fait, c'est comme Barjo mais avec un V. Voilà. Voilà, c'est ça. Petite question anolique. On avait demandé à l'époque à la communauté comment on prononçait Huawei. On va leur demander. Voilà, comment on prononce Varjo. Mais c'est intéressant parce que je me rappelle qu'à un moment donné, en jeu vidéo, peut-être que Xavier me confirmera ça, on utilisait à peu près les mêmes ficelles, c'est-à-dire que pour avoir une image optimiser en tout cas l'image et les mouvements, etc., il y avait toute une partie de l'image sur laquelle l'attention du joueur ne se portait pas et que donc on pouvait entre guillemets négliger, en tout cas en termes de définition, et donc on restait sur de la netteté, sur les choses importantes dans le jeu, et le reste était un peu flouté entre guillemets, et ça permettait de gagner de la puissance de calcul pour les choses importantes. J'aimerais te le confirmer, mais malheureusement, c'est pas vraiment mon domaine. D'accord, ok. Marc, moi, je te le confirme. Voilà. Je te le confirme, mais c'est pas récent. Non, c'est bien pas sûr. récent. C'était un truc. Alors, la boîte qui était derrière ça, elle s'appelait Voodoo FX. Ah oui, si tu te rappelles. C'était cette carte qui était des monstres de puissance à l'époque. Et ils avaient couplé ça avec un petit détecteur qui était censé, ça n'a jamais dépassé le stade de prototype, si je ne me trompe, qui faisait du eye tracking. Oui. C'est-à-dire qu'il repérait où se portait ton regard et optimisait effectivement la partie sur laquelle ton regard était focalisé et le reste était laissé plus dans le flou. Je crois que le truc, il y a eu une itération, deux, et puis... Mais sur le principe, ça a été reproduit... Le principe, ils avaient essayé. Mais sur le principe, même de manière générale, je pense que les éditeurs de jeux l'avaient appliqué, mais sans le eye tracking, par contre, en se focalisant sur les parties importantes du jeu, parce qu'effectivement, les puissances de calcul des cartes graphiques de l'époque, même si on appelait ça des monstres de puissance, elles avaient besoin quand même d'être soulagées de temps en temps. Enfin voilà, c'était une parenthèse. Je referme celle-ci pour vous dire qu'on a fini, ou presque, ce 130e épisode, puisque nous avons encore une lettre, si vous le voulez bien, une lettre W comme what the fuck. En passant, j'ai vu qu'il y avait une association qui avait changé de nom parce que les initiales c'était WTF. Et donc, World Taekwondo Federation. Oui, c'est ça. Voilà, la Fédération mondiale de Taekwondo a dû changer de nom. Et maintenant, ils font du judo.
C'est pas de notre faute, on est innocent. Voilà, et donc les lettres what the fuck ont fait encore des victimes. On termine donc ce 130e épisode avec le what the fuck de la semaine. Marc, on va parler de drones. Oui, de drones qui ont été détournés de leur utilisation par des gens qui sont pas toujours recommandables. En fait, je vais vous donner 2 chiffres pour commencer. Alors, 69. Presque, pas loin. 88. Ah. 88, c'est le nombre de vols. De vols, hein, pas de vols, qui ont été enregistrés autour des prisons au Québec. D'accord. De vols de drones. Ouais. Le deuxième, c'est 18. C'est le nombre d'atterrissages illégaux de drones dans des établissements pénitentiaires aux États-Unis en 2016. Ça, il fallait y penser. Et pourquoi, je vous le demande? Pas pour favoriser des évasions, non, pas pour favoriser, non, pour apporter de la drogue ou des films de cul. Comme quoi, oui, franchement, les drones ont vraiment beaucoup d'avenir devant eux. Oui, c'est ça. Pourquoi tu crois que Seb s'est acheté un Spark? Oui, on se demande pour... Ou alors il faut vraiment des grosses clés USB, quoi. Oui, c'est ça. Mais le truc, c'est que ça pourrait... si on le met au what the fuck, on en rigole volontiers parce que ils se font livrer quand même des trucs un peu particuliers en tôle. Mais on pourrait livrer des armes, des téléphones portables et des trucs du genre. Enfin, c'est un vrai problème de sécurité. C'est un problème de sécurité, en tout cas qui est pris suffisamment au sérieux par l'administration pénitentiaire américaine, parce qu'ils viennent de mettre en place un bouclier anti-drone, donc un programme qu'ils ont baptisé Skyfence, et qui serait capable de pirater les drones qui volent à proximité des établissements pénitentiaires, carrément de supprimer le programme de vol des appareils incriminés, voire même de les bombarder avec des canons à impulsion électromagnétique. D'accord. Dans la finesse et le détail et la délicatesse, comme savent le faire nos amis américains. On avait vu au moment de la visite du président américain à Bruxelles qu'il y avait également des oiseaux de proie qui étaient entraînés à attaquer des drones pour les immobiliser, en tout cas les empêcher de se mouvoir. Voilà, je pense qu'on en a fini avec le 130e épisode des Technos. Quelqu'un a quelque chose à rajouter, je sais pas, Xavier? Non, mais j'ai trouvé une nouvelle utilisation pour mon drone, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Ben, toi qui cherches à le rentabiliser. Marc, rien à rajouter non plus. Moi j'aurais juste un mot, bonnes vacances à tous, profitez-en un max, revenez-vous nous bien rechargés, suivez le hors-série parce qu'on vous a quand même enregistré quelques pépites, quelques beaux fous rires aussi, et n'oubliez pas, on a encore un numéro début août. Oui, c'est ça, effectivement, je pense que tu as tout dit parce qu'on s'est bien amusé à enregistrer ces hors-séries. Il y en a 8 au total, de différentes durées, mais toujours en répondant à vos questions, aux interrogations que vous nous aviez suggérées. On n'a pas pu répondre à tout le monde, je tiens à le préciser, ni à toutes les questions, parce qu'il y en a certaines, on n'a pas les données, et puis il y en a certaines d'autres qui demandaient plus de travail, plus de réflexion, et donc ce sera pour la rentrée, on les garde sous le coude, on ne les oublie pas, et on vous proposera certainement des réponses dans le premier semestre de la saison qui s'en vient, qui sera la 4e saison des Technos. Il me reste à vous souhaiter à Xavier également de bonnes vacances. Oui. Message à un de nos auditeurs, c'est bon, tu peux arrêter de courir maintenant. C'est ça. On a un auditeur breton qui court toujours en nous écoutant, il va pouvoir se calmer, voilà, ou alors il va courir moins longtemps. C'est une possibilité également. Comme toujours, si vous avez des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo ou sur notre site lestechno.be, là où vous trouvez toutes les sources d'informations dont nous nous servons pour concocter ces revues de presse hebdomadaires. On en tiendra compte, on ne pourra pas répondre à tout le monde durant l'été parce qu'effectivement on va être vraiment en vacances et donc on va essayer de répondre de temps en temps, mais ne nous en veuillez pas si on ne répond pas très rapidement à vos questions. On essaiera de boucler tout ça pour septembre évidemment. Passez de bonnes vacances, envoyez-nous des cartes postales virtuelles, ça nous fera plaisir. À très bientôt, au revoir.